Donc le dernier thème qui s'intitule Nourrir des imaginaires au cours duquel on va présenter deux projets suivis par une table ronde elle-même qui précédera la conclusion pour pouvoir terminer à 16h30. Donc les deux projets qui ouvrent cette partie sur l'imaginaire, c'est donc celui d'Aurore Lopez, un projet de diplôme à l'ENSI l'année passée, qui s'intitule Passe-temps, objet de détente en hospitalisation psychiatrique, qui était un projet mené en collaboration avec l'unité du trouble de comportement alimentaire, la CMME au GHU Paris, suivi d'un projet de diplôme commun à l'ENSAD de Laura Tullièvre et Marie Danet, commun et décalé, qui sont également lauréates du concours FAIR cette année. Et une belle démarche qui s'intitule « Pour une politique du lien hospitalier, comment le design peut-il intégrer le corps, le geste et la performance dans sa réflexion ?» Donc, le mot-clé pour cette dernière séquence, ce sera encore une fois des projets situés qui ont été menés sur le terrain. Ici en psychiatrie, service de psychiatrie adulte pour le premier et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dans le deuxième projet, qui était également mené en collaboration avec le Fab Lab de la PHP situé au centre hospitalier de Bicêtre, le Fab Lab Héphaïstos. Laura et Marie nous en diront plus. Et d'imaginaire, ce n'est pas qu'il n'en était pas question dans les projets qui ont précédé, bien au contraire. Donc imaginaire, ici on va chercher à voir comment les propositions amènent à décaler le regard par rapport aux espaces quotidiens dans lesquels sont soignées les personnes. Donc, décaler le regard, j'ai bien aimé tout à l'heure l'incise de Lucille Cornet-Richard sur un autre regard, un égard et un regard. Il est bien question ici d'égard. Donc, de faire profiter d'une qualité d'attention pour décaler les points de vue. Théva Blanc nous a parlé de lumière, de contemplation tout à l'heure. Donc voilà, cet imaginaire, ça va être chercher à réenchanter, peut-être à transcender le quotidien des personnes fragilisées, parce que des espaces et des objets s'imposent à eux dans le cadre de leur prise en soin quand elles sont malades. Donc, une fois qu'on a compris que ces objets, que ces espaces s'étaient imposés, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe à la fois le mieux possible, mais que ça puisse aussi ne pas sonner la fin du rêve, de la poésie, de la capacité de projection et de désir des personnes. Donc, on va commencer, j'ai encore une minute, à donner la parole à Aurore Lopez sur un projet qui nous a beaucoup touchés. Donc, on a pu, en l'occurrence, Colline Fontaine chez nous, suivre, qui nous a beaucoup inspiré aussi au titre des recherches que mène le LABA sur ce qui peut favoriser la sensation d'être enveloppé, la sensation d'être apaisé quand on est en soins aigus. Donc voilà, un projet qui ouvre du coup beaucoup de perspectives sur ce qui peut constituer un cadre apaisant et un cadre propice à la rêverie. Aurore, te voilà. Je te propose donc de prendre la suite. Merci. Je vais partager mon écran avec vous. Donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation et cette invitation et pour toutes les interventions qui avaient pu avoir lieu depuis ce matin qui sont hyper intéressantes. Donc, je m'appelle Aurore Lopez et je vais vous présenter mon projet de diplôme soutenu à l'ENSI, les ateliers, en octobre dernier et dirigé par le designer Sansan Nassothorn. Donc, ce projet propose différents objets supports de détente en hospitalisation longue en psychiatrie. J'ai mené ce projet en partenariat avec l'unité des troubles du comportement alimentaire au sein de la CMME, donc du site Paris, avec le soutien du LABA. Je vais vous présenter 5 propositions d'objets qui pourraient exister indépendamment, mais qui ensemble dessinent peu à peu un autre environnement pour les personnes hospitalisées et suscitent en ce sens, je l'espère, de nouveaux imaginaires. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur le cheminement de mes recherches. Je me suis d'abord intéressée au sentiment d'inquiétude,
dans un contexte de tension, en me demandant comment trouver plus de paix face aux troubles. J'ai dans un premier temps identifié le repos comme l'une des clés de voûte du bien-être, et je me suis intéressée au hamac pour sa légèreté et l'univers de repos et de rêve qu'il peut évoquer. La psychomotricienne Perrine Braud-Perrin souligne 2 autres caractéristiques importantes du hamac dans son mémoire, qui s'intitule « Bien porté et bien portant, quels sont les intérêts du hamac en prise en charge psychomotrice ». Donc elle souligne d'abord l'effet seconde peau, qui offre une enveloppe rassurante par la tension du tissu, et ensuite le balancement, qui stimule une partie du cerveau, le système vestibulaire, et favorise ainsi la détente. Je me suis alors penchée sur les espaces de détente en psychiatrie. Donc, il y a les fameuses salles Snozelen, donc je vais un peu passer sur la description qui ont été très bien présentées ce matin, mais en gros qui proposent une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, en y faisant appel aux 5 sens. Mais conçues dans les années 70, j'avais l'impression que leur aspect et leur interaction pouvaient peut-être aujourd'hui être repensés. Donc ça, c'était dans un premier temps. J'ai alors imaginé des espaces où le hamac serait central et accompagné de différents dispositifs afin de créer un environnement propice à la détente, à la fois physique et psychique. Donc par exemple, un hamac agrémenté d'un objet à toucher, comme des herbes hautes et des reflets d'eau projetés au plafond pour stimuler les sens. Là, un hamac dont les finitions pourraient être réalisées en atelier thérapeutique, avec par exemple un atelier de teinture naturelle. La détente est alors envisagée par le fait de réaliser quelque chose. Ou encore un hamac accompagné d'un objet à contempler pour poser le regard. J'ai présenté ces esquisses à l'équipe du LABA, qui m'a permis de rencontrer différents acteurs de la psychiatrie au sein du GHU de Paris-Sainte-Anne. Donc, notamment Cécile Bergot, ancienne cadre de santé, qui m'a orientée vers... pardon, j'ai un petit temps d'avance. Cécile Bergot, la voici. Qui m'a orientée vers l'unité des troubles du comportement alimentaire, avec notamment le professeur Philippe Gorwood et la psychiatre Dr Julia Clark. Leur service est composé d'une vingtaine de personnes hospitalisées, majeures, en grande majorité des femmes, pour des hospitalisations d'en moyenne 4 mois, donc très longues. La question de la détente est cruciale pour ce service, dont les personnes hospitalisées sont souvent sujettes à l'hyperactivité et dans un contrôle extrême d'elles-mêmes. Nous échangeons à propos des vertus du hamac, qui pourraient en effet favoriser le repos et inviter au lâcher-prise, mais l'installation d'un hamac en tant que tel n'est pas possible pour des contraintes d'espace, de cordage et d'accroche au bâti. L'équipe est toutefois intéressée pour que je mène une recherche plus large sur la détente. Dans l'unité, il existe déjà un salon appelé le salon détente, qui est à côté de la cuisine thérapeutique, en face de la salle à manger. On y trouve des canapés, une télévision, de la musique, des jeux de société en accès libre, mais l'infirmière Nadine Satori m'oriente vers un autre lieu appelé le Carrefour. Donc, le Carrefour est situé est fréquenté dans les moments suivant les repas, particulièrement stressants pour les patients. De ce fait, il mériterait d'être investi. Il est situé au centre du service, à proximité du poste de soins. C'est un espace qui ressemble globalement à une salle d'attente. J'entame alors une enquête de terrain pour comprendre comment ce lieu pourrait favoriser la détente. Je passe plusieurs jours aux côtés du personnel soignant et des personnes hospitalisées, et nos échanges sont très riches et très libres. Beaucoup d'envies ressortent pour améliorer le cadre de vie dans son ensemble. Donc, je cartographie les idées par le dessin et relève 6 notions clés en rapport avec la détente. Donc là, c'est vraiment des notes visuelles que j'ai pu prendre au cours de cette immersion, qui peuvent paraître assez abstraites comme ça, mais qui ont un sens pour chaque personne qui ont pu me donner des informations là-dessus. Donc, à propos des 6 notions, il y a donc le rapport à l'intimité, le rapport à l'espace, à la nature, au corps, au partage et au temps. Donc les retours pourraient m'amener à effectuer un travail de réaménagement d'espace sur mesure de ce fameux carrefour, mais je choisis d'axer ma recherche sur un ensemble d'objets mobiles qui pourraient prendre vie dans ce lieu ou dans un autre service. L'ensemble de cette recherche s'intitule Passe-temps. Elle est composée de 2 volets. Le premier volet s'attache au rapport au corps. Donc, je vais revenir un peu sur mon envie de hamac en hospitalisation longue.
Donc, bien que le hamac soit exclu pour des raisons de sécurité et surtout d'espace, hein, il n'y avait pas assez d'espace concrètement pour pouvoir en installer, je me repenche sur les observations de la psychomotricienne Perrine Braud-Perrin et je décide de retrouver les sensations que procure un hamac dans une assise, mais qui soit plus compacte, sans accroche au bâti et ni cordage. J'ai alors combiné le balancement d'un rocking chair au bercement latéral d'un berceau, avec l'enveloppe en tissu d'une chilienne, pour obtenir l'idée un peu abstraite au départ d'une assise appelée une berceuse, c'est-à-dire en ameublement un fauteuil à bascule sur lequel on peut se balancer légèrement. J'y ajoute des pans de tissu pour cacher la silhouette du corps et répondre à un besoin de pudeur. Des pans qui peuvent aussi se rabattre pour couvrir la personne installée dans cette berceuse. Je choisis une toile de lin dont le froissé naturel apporte quelque chose de vivant à l'assise, en contraste avec les textures lisses et synthétiques de l'univers hospitalier. Comme elle est prévue pour être déhoussable et s'entretenir dans le même cycle de lavage que les vêtements, cette matière naturelle peut s'intégrer à l'univers hospitalier. Cette assise pourrait être utilisée par les personnes hospitalisées seules ou en ayant le bercement guidé par des soignants, dans une approche plus thérapeutique. Donc là, c'est un petit aperçu d'une infirmière qui essaye ce première maquette échelle 1 et qui nous dit, le son est mauvais, mais qui dit qu'en gros, c'est mieux quand son collègue manipule l'objet à sa place et qu'elle n'a pas à se bercer seule. Donc c'est un objet qui est en phase de développement, avec beaucoup d'ajustements dans les détails, comme par exemple l'accueil de l'appui-tête sur l'image de gauche, ou encore l'accroche du tissu à la structure sur l'image de droite. Donc voilà pour cette berceuse dessinée pour un espace collectif. Elle favorise une posture du corps qui offre des sensations enveloppantes et aussi entre légèreté et sensations profondes grâce au bercement. Pour le deuxième volet, j'ai réalisé une recherche polymorphe sur le rapport au temps. Donc c'est un point fort qui est ressorti de mes échanges avec les personnes hospitalisées, que ça soit le fait de trouver le temps long qui de l'ennui peut glisser vers l'angoisse, ou simplement le besoin de voir comment se déroule le temps. Je vais vous présenter 4 propositions qui interviennent dans des espaces et des temps différents. Je les considère comme des ponctuations légères, comme des bulles qui viennent créer des respirations au sein de l'hôpital et suggèrent un autre environnement. Donc la première s'attache à la visualisation du temps, à lire le temps. Du côté des soignants, les plannings sont omniprésents. Mais dans le service, il n'y a pas de calendrier. C'est un regret formulé par les personnes hospitalisées, car connaître la date fait partie des petits repères du quotidien. Aussi, je me suis intéressée au calendrier perpétuel, notamment pour leur côté manipulable et renouvelable. En voici quelques-uns. J'ai dessiné cette proposition en papier, avec une organisation comme une constellation sur laquelle on vient simplement lire la date et la modifier grâce à 3 pastilles mobiles. Donc là, par exemple, c'était le mercredi 15 juillet, le jeudi 16 juillet. Ce calendrier perpétuel trouverait sa place en tant qu'objet commun. C'est une attention qui permet d'alléger l'atmosphère par un geste simple et ludique. Elle propose une vision du temps non pas comme un compte-gouttes vertigineux, mais comme un instant particulier. Pour la deuxième proposition, j'ai eu l'intuition qu'on pouvait davantage jouer avec l'aspect linéaire du temps, toujours au sein de ce fameux carrefour, de cette fameuse salle d'attente que je vous ai présentée au début. Ce lieu est synonyme d'attente récurrente, pour la prise des médicaments notamment, mais aussi lorsque les personnes hospitalisées demandent leurs affaires personnelles aux soignants ou pour attendre les différents rendez-vous. Je me demande alors comment marquer un temps de pause, comment combler l'attente. J'imagine un support d'écriture qui détourne l'idée d'une frise chronologique, qui se roule et se déroule. Donc voici l'objet que j'ai imaginé. C'est un objet que je qualifie de ludique et de collectif, qui serait mis à disposition de tous. Réalisé en bois, il dégage une certaine chaleur lorsqu'on le manipule. L'ensemble formerait alors une sorte de cadavre esquis,
ou sorte de livre d'or continu à découvrir au gré des envies, grâce à deux petites molettes. Chacun et chacune pourrait y laisser un mot, un dessin de manière répétée ou non, anonyme ou non. Cette proposition intéresse les soignants pour sa dimension collective, car la sociabilité reste un des enjeux forts du contrat thérapeutique. La prise en main est simple et permet de créer des rapprochements et des surprises. J'y vois aussi l'opportunité de faire naître de petites histoires, de laisser une trace de son passage et de stimuler les imaginaires. Pour la troisième proposition, je réfléchis à comment passer un temps ensemble. Je me penche alors sur les ateliers d'ergothérapie existant dans le service. Et lors de mes échanges avec les personnes hospitalisées, il était apparu que la détente pouvait aussi passer par la contemplation et le fait d'habiller l'espace pour le rendre plus chaleureux. Aussi, j'ai imaginé un atelier de papier découpé pour investir collectivement l'espace. Je pense à des formes suspendues au plafond afin de poser le regard. Donc voici un petit aperçu des recherches formelles que j'ai pu faire au départ. Mais je me rends compte que ces formes qui sont planes ne seront pas visibles en contre-plongée, là où se tiennent les personnes. Je m'intéresse donc à ce point de vue et cherche à créer des formes en volume. Pour cela, je source un papier dont les qualités lui permettent d'être découpé et mis en forme simplement. L'idée est de créer des variations dans les formes pour éviter la monotonie et favoriser l'expression. Ma proposition est donc un atelier de mise en forme de ce papier. Le papier est à découper avec, si on le souhaite, un guide pour tracer des courbes et rendre l'ensemble peut-être plus harmonieux. L'assemblage se fait avec des œillets ou une agrafeuse et le tout est suspendu et relié sur un fil. Je préconise le monochrome qui met en valeur le travail de forme et s'intègre au mieux dans un espace en assurant la cohérence de l'ensemble des travaux du groupe. Mais je choisis quand même un papier qui a des reflets naturels qui tendent vers les jaunes et vers, oui, même carrément jaune, et qui crée aussi quand même un certain plaisir optique. L'ergothérapeute Jonathan Elkabach et l'équipe médicale valident ce principe d'atelier, car il permet, selon eux, la mise en commun des productions des différentes personnes hospitalisées, l'expression par les formes, dont un travail plus spécifique sur la dysmorphophobie, qui est un trouble de la perception, de stimuler la motricité fine par l'utilisation d'outils spécifiques, et la valorisation de soi et l'affirmation de soi à travers une production personnelle. Aurore, il te reste 2 minutes. Oui, merci. Donc voici un exemple de suspension installée sur un faux plafond de type hôpital. Et voici donc la dernière proposition. J'imagine un dernier passe-temps, cette fois-ci personnel, qui invite à prendre son temps. Cette proposition prend place au début de l'hospitalisation. À leur entrée, les personnes hospitalisées recevraient de la part du service un grand tissu, quadrillé sur une face et vierge de l'autre. Leur référent/référente expliquerait que ce tissu est amené à évoluer dans le temps au rythme des différentes phases d'hospitalisation. C'est un support d'expression personnelle, libre et ouvert, comme on peut le lire sur l'étiquette qui accompagne ce tissu. Cette étiquette donne quelques exemples de choses à réaliser, et de simples outils tels que des feutres pour tissu ou des ciseaux crantés permettraient de le personnaliser pour devenir un support de dessin, d'écriture. Il pourrait être découpé pour créer des cartes postales, par exemple, mais aussi être transformé en tablier en vue des ateliers de cuisine thérapeutique, devenir un simple marque-page, servir à créer des objets cousus main, comme une trousse pour des feutres, à réaliser une toile grand format, ou encore une toute petite étiquette, ou même toute autre chose. Donc ce presque objet m'intéresse pour sa grande ouverture. Il est un vecteur d'autonomie, peut devenir un compagnon d'hospitalisation et un support de créativité au long terme. Le motif quadrillé est pour partie décoratif, mais sert aussi de support à l'imagination et de guide à la réalisation. Pour conclure, ces dispositifs, par le jeu, la contemplation, la manipulation et la créativité, tendent à proposer des appuis pour une détente physique et psychique. Je vois l'ensemble de ces propositions comme des parenthèses qui proposent un imaginaire différent de l'univers hospitalier, mais toujours de manière ponctuée.
Ce sont des objets libres et ouverts. Leur présence discrète et éparse témoigne d'une attention aux personnes hospitalisées. En ce sens, la thématique de l'enveloppe qui nous intéresse aujourd'hui est à envisager comme ce qui vient entourer la personne dans son quotidien particulier, de travailler à ce qui l'environne dans le temps et dans l'espace. Donc voilà, j'ai terminé. J'en profite pour glisser un grand merci à toutes les personnes qui ont pu me soutenir dans ce diplôme, donc que ça soit l'équipe complète du LABA, mon directeur de projet, l'ensemble de mes amis, et surtout l'accueil de l'unité des troubles du comportement alimentaire, que ce soit du côté des soignants ou des soignés ou de l'ensemble du personnel. Voilà, j'espère que je n'ai pas débordé sur le temps et merci de m'avoir écoutée. Je donne la parole maintenant à Laura Tulièvre et Marie Danet. Bonjour, bonjour. Je vais faire mon partage d'écran. Alors, hop. Alors, une seconde. Oui, c'est bon. Normalement, vous pouvez y aller. C'est bon? Ça fonctionne, oui, c'est bon. Ça fonctionne? Parfait, super. Donc déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laura. Et moi, je suis Marie. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre projet de diplôme aux Arts décoratifs de Paris, donc en 5e année design objet, qui s'intitule De l'hôpital à la ville pour une poétique du lien hospitalier. Donc c'est un projet qui interroge les liens entre design et santé et l'inclusion des enfants porteurs de handicap dans la ville. En fait, on a commencé l'année dernière à travailler autour de ces notions avec Marie, et surtout Marie, puisqu'elle a réalisé un mémoire qui s'appelle Vers la libération corporelle, donc qui parle de la danse dans le milieu de la santé et qui a posé en fait les premiers jalons de notre réflexion. Donc on va commencer cette présentation en parlant un peu de ce mémoire pour que vous compreniez un peu vraiment voilà, notre état d'esprit l'année dernière avant de commencer le projet. Donc, ce mémoire de 4e année que j'ai écrit dans le cadre de ma 4e année à l'ENSAD, qui s'intitule Vers une libération corporelle, traite de l'interaction entre la danse et le design à travers 3 problématiques qui sont comment la danse peut-elle libérer des blocages psychiques et physiques, dans quel domaine la danse peut-elle amener une cohésion sociale, et enfin, que peut apporter un objet dans cette pratique. Donc, dans un premier temps, je me suis intéressée à ce que la danse produit chez l'individu et plus largement dans la société. Puis j'ai analysé plusieurs contextes dans lesquels la danse vient rayonner. Et enfin, j'achève mon étude en proposant des échanges entre designers, danseurs, professions médicales, avec l'introduction d'objets dans cette pratique qu'est la danse. Donc, tout d'abord, ce sont des artistes, des chorégraphes, mais aussi des performeurs qui m'ont ouvert de nombreuses pistes de réflexion par leur processus créatif, impliquant le corps en mouvement dans une expérience collective, comme par exemple avec la chorégraphe Anne-Teresa de Kessemaker, que vous pouvez voir en haut à gauche sur la slide, qui élabore un nouveau langage gestuel à travers ses chorégraphies, ou encore avec William Forsythe, qui mélange apprentissage et improvisation dans sa danse. Donc très vite, je me suis intéressée aux bienfaits thérapeutiques de ce médium qu'est la danse. Et donc là, c'est France Scott Billman, qui est une psychanalyste qui enseigne l'art-thérapie, qui compare la danse à la psychanalyse dans son livre « Quand la danse guérit », donc un livre qui m'a beaucoup porté lors de l'écriture de mon mémoire, car pour elle, c'est en effet un moyen de rencontrer une face inconnue de soi et de la mettre en forme. Et donc la danse, comme la psychanalyse, vise à travers un parcours de transformation individuelle et collective, à rendre le sujet plus libre par rapport à ce qui le détermine et donc plus autonome. Donc très vite, j'ai eu envie de faire des rencontres professionnelles pour entrer plus clairement dans le sujet et pour faire des liens, par exemple, entre danse et pédagogie. Donc là, j'ai rencontré Charlène Bouilly, qui est une danseuse thérapeute et qui organise des ateliers d'expression corporelle à l'école Montessori inclusive Le Renard et la Rose, qui intègre des enfants avec handicap, donc qui se situe à Orléans. Et donc, sa formation en art-thérapie, en fait, lui a permis, par une autre approche du corps, de se poser la question de comment permettre aux enfants, avec leur corps entravé par leur handicap, d'exprimer des choses à travers un autre langage, donc, qui est la danse. Donc, vous pouvez voir un des ateliers en haut à droite de la présentation. Et donc, on s'est posé aussi la question de l'objet qui peut devenir créateur de liens, stimuler l'expression collective, l'écoute de l'autre et aussi et surtout la coopération. Donc toujours dans cette quête de l'objet comme expérience collective,
Donc, en octobre 2018, j'ai entrepris un projet avec l'association Zigzag qui propose des temps d'improvisation théâtrale à des enfants, des adolescents et des adultes porteurs de handicap. Et donc là, le but du projet, c'était de créer des objets ludiques qui serviraient d'intermédiaires, d'objets liens sur scène, afin d'instaurer une relation par le jeu entre une personne en situation de handicap et un joueur en soutien. Donc ainsi, en inventant et en partageant leurs propres règles autour d'un objet, les joueurs créent un nouveau dialogue basé sur le mouvement autour du dispositif conçu. Donc, vous pouvez voir une image d'un workshop en bas à droite de la présentation. Donc voilà, tout ce travail d'investigation dont je vous ai présenté quelques exemples de mon mémoire, en fait, m'a permis de réaliser à quel point le design s'ouvre vers des domaines qui ne sont pas forcément immédiats au départ, mais en fait qui s'imposent quand on creuse le sujet. Donc là, ici, la santé. Et donc, au cours des entretiens que j'ai menés, j'ai vraiment compris le besoin de ces professionnels concernant les objets médiateurs du mouvement. Et j'ai pu susciter chez eux un intérêt sur notre futur métier de designer d'objets. Et cet intérêt a été mutuel et en fait, ça nous a permis aussi d'envisager des collaborations futures. Donc, on va pouvoir maintenant vous parler un peu de notre projet actuel qui font suite à ces collaborations. Comme le disait Marie, c'est vrai que ces collaborations, elles nous ont aussi ouvert ces portes-là et surtout, elles nous ont donné l'opportunité de travailler avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc à Paris, dans le département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui est une unité dans l'unité de jour de ce département, qui accueille des enfants qui sont âgés de 7 à 13 ans et qui sont polydyslexiques, donc dyslexiques, dyspraxiques, dysphoniques, et ce qui entraîne des gros retards d'apprentissage et aussi des troubles du comportement. Voilà, on est en immersion en service depuis maintenant septembre, en contact à la fois avec les patients, donc ces enfants, mais aussi avec les soignants et toute l'équipe en fait de l'hôpital, donc les psychomotriciens, les enseignants. Donc voilà, on développe un projet dans ce contexte. Notre but, il était de créer des solutions au sein de ce service pour amener ces enfants à considérer en douceur leur sortie de l'hôpital, puisque c'est des enfants qui, à 13 ans, là, vont sortir en fait de ce moment à l'hôpital pour regagner des classes ordinaires. Donc, même si ce sera des SECPA ou des ULIS, mais en tout cas, regagner un circuit d'éducation ordinaire. Et du coup, voilà, notre projet voulait vraiment se baser sur ça et sur aussi l'importance de leur rôle à jouer dans la société. Et donc, suite à notre immersion en service depuis septembre, on a remarqué que la principale difficulté de ces enfants, c'était en fait une difficulté à faire du lien et surtout le rapport particulier aux apprentissages qui en découlent, puisque faire du lien entre eux, c'était aussi faire du lien avec les apprentissages. Et voilà, c'était vraiment cette problématique qui nous a poussé à créer ce projet. Et donc pour cela, on est en étroite collaboration avec l'une des enseignantes spécialisées du service, puisqu'il y a une école qui est intégrée dans cette unité, qui est l'école Georges Heuer. Donc on est en relation avec la maîtresse Anaïs de ce service, avec qui on met en place depuis décembre une série d'ateliers pédagogiques qui font travailler en fait la coordination de ces enfants, parce que notre but, c'est d'introduire chez eux des notions d'empathie, d'entraide, de stratégie commune. Donc voilà, parce que ces enfants qui sont plutôt renfermés sur eux-mêmes, le but, c'est vraiment de créer des liens pour la sortie de l'hôpital. Donc on va vous expliquer un peu les ateliers qu'on a mis en place avec Anaïs, du coup, pendant les temps de classe. Donc en fait, ces ateliers qui invitaient les enfants à créer une série d'images qui donnaient lieu après une fresque autour d'un objet médiateur qui les invitait à dessiner à 2 et 4 mains. Donc, c'était une première étape qui nous permettait en fait d'identifier les rapports que les élèves avaient entre eux, c'est-à-dire les rapports leader-l'idée, la guidance et le mode de communication de ces enfants. Donc voilà, concrètement, cet atelier, c'était des fiches graphiques qu'ils découvraient au fur et à mesure avec des niveaux croissants. Donc avec au début simplement des choses très faciles à reproduire, puis au fur et à mesure, on instaurait des pleins, des vides, des superpositions, des choses de plus en plus compliquées à mettre en place. Donc il y avait en fait un véritable dialogue à avoir avant même de commencer à dessiner, puisque les enfants devaient se mettre d'accord sur la façon dont ils allaient créer l'image. Donc, il y avait tout voilà. On voulait d'abord instaurer ce dialogue chez eux qui commence par parler avant de commencer avant de faire. Les enfants qui sont très pressés, donc souvent qui font d'abord. C'est vraiment instaurer le dialogue. Et ensuite, ils passaient à l'étape de dessin, donc avec des gabarits qui reprenaient les formes qu'ils avaient. Et ils venaient dessiner avec cet outil médiateur qui leur permettait de dessiner donc ensemble, mais quand même un peu à distance, parce que c'est des enfants qui ont des problèmes en fait, de contact physique. Et du coup, ça nous permettait qu'il y ait vraiment une interaction entre eux, qu'ils soient obligés de travailler ensemble, mais qu'en même temps, il n'y ait pas ce côté où on se touche, on est en contact physique direct. Et cet outil médiateur avait aussi un intérêt, puisque la validation se faisait par le matériel lui-même et pas par l'enseignant, c'est-à-dire qu'il permettait à l'adulte de garder une distance, une place d'observateur,
et qui permettait de dégager la relation enseignant-enseigné et d'une approche trop verticale pour laisser place à une véritable coopération entre ces enfants. Donc, pour donner quelques exemples, les 3 enfants que vous voyez sur les images, il y en avait, dans ce groupe-là, il y en avait 2 qui avaient vraiment des rapports aux autres de leaders. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui imposait clairement son leadership par la crainte, par la force, l'autre qui imposait son leadership plus décisionnel, très cérebral. On est quand même 2 leaders nés et un enfant qui était totalement passif. Et au début de l'atelier, on a vraiment vu ces caractères des enfants. C'est-à-dire qu'il y en avait 2 qui prenaient le lead sur l'atelier et un qui était totalement effacé, qui tenait à peine l'outil au début. Vraiment, on sentait qu'il y avait la guidance n'était pas là et il n'y avait pas de communication entre ces enfants. Et au bout de quelques ateliers, on a vu que ça avait commencé le dialogue avait commencé à s'instaurer, c'est-à-dire que les 2 qui lidaient plus commençaient à demander à celui qui était un peu effacé, commençait à demander des choses, demander des conseils. On a vu comme ça un peu quelque chose qui a commencé à s'instaurer. Et on a eu aussi la surprise de voir la semaine dernière, quand on y est retourné pour refaire un atelier, de voir que là, il y avait vraiment en fait une coopération qui s'était installée, puisque les 2 leaders commençaient à demander réellement à celui qui n'était au début vraiment effacé de prendre des décisions, mais des décisions pour le groupe entier, c'est-à-dire maintenant, dis-nous ce qu'on doit faire, voilà. Et du coup, c'était très intéressant et la maîtresse était très contente de voir que ça avait vraiment créé en fait un dialogue entre ces 3-là. Et les autres enseignants du service ont pu aussi voir que ces 3-là avaient créé vraiment un dialogue et une coopération entre eux. Donc, ça nous a, voilà, c'était vraiment très intéressant pour nous de voir que ça avait vraiment porté ses fruits. Ouais. Et on a suivi. Et donc, une fois que tous ces ateliers, cette partie 1 était aboutie, c'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine de séances, on a vraiment été témoin, comme le disait Laura, d'une réelle coopération et d'un dialogue qui s'est débloqué entre les enfants. On a pu passer à l'atelier numéro 2. Donc, cette fois-ci, le but, c'est de se rappeler tous les univers qui ont été créés jusqu'à maintenant, afin de les mettre en lien pour créer une histoire commune. Donc, l'idée, c'est que la maîtresse proposait de trier tous les graphismes que les enfants avaient dessinés selon différents thèmes, donc les personnages, les lieux, les actions, etc., afin de pouvoir suivre un schéma narratif classique qui se compose d'une situation initiale, d'un élément perturbateur et d'une résolution du problème. Donc, les enfants, quand ils ont eu fini de trier tous ces éléments, ont tiré au sort quelques éléments dans chaque catégorie afin de créer leur histoire. Donc, il faut savoir que ces enfants ont un rapport très particulier à l'écriture et en fait, le fait d'avoir passé plusieurs sessions en amont sur les différents univers et le fait qu'ils ont pu se familiariser avec, et en fait, ça les a énormément stimulés à créer l'histoire ensemble. Et on a pu constater un réel déblocage quant à la narration. Et c'est un exercice qui a été plutôt apprécié alors qu'on craignait un peu. C'était un peu aussi des doutes, sachant, enfin la maîtresse sait bien que c'est un atelier qui est assez compliqué pour eux. Donc l'histoire qui a été créée récemment, qui s'appelle À la conquête du monde des aliens. Donc voilà, les enfants avaient tiré le roi poulet, le village, le vaisseau spatial, l'œil et le kaléidoscope. Et donc tous les 3, ils ont créé une histoire autour d'un univers spatial et d'aliens. Laura et Marie, il vous reste 2 minutes. D'accord. Et donc ensuite, l'atelier 3 qui vient boucler la fin de ce kit pédagogique. Donc là, cette fois-ci, l'idée, c'est d'illustrer l'histoire que les enfants ont précédemment créée, mais cette fois-ci avec des gommettes qui reprennent les formes des pochoirs, des gabarits de l'atelier 1. Et donc l'idée, c'est de réduire le format pour passer à la page A4, donc des cahiers qu'ont les enfants en classe, pour qu'ils puissent garder une trace du travail qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et ramener chez eux en fait l'histoire collective qu'ils ont inventée. Tout à fait. Donc du coup, voilà, tout cet atelier, on nous a mené à penser en fait une maquette pédagogique avec plusieurs kits à l'intérieur. Donc le premier kit serait celui-là, donc avec évidemment les gabarits, les petits médiateurs, les gommettes et les niveaux dont on nous en a parlé, mais également un livret pédagogique qui accompagne l'enseignant spécialisé, mais aussi une enseignante ordinaire, parce qu'on compte aussi développer, pas forcément que pour les établissements spécialisés, et un site internet avec des documents téléchargeables en open source. Et dans cette map pédagogique, on voudrait également qu'il y ait un deuxième kit, pourquoi pas un troisième, mais d'abord un deuxième qui serait, donc on travaille en ce moment sur l'élaboration de ce kit, qui serait autour du corps et du mouvement, donc toujours avec comme problématique cette coopération, donc qui se déploierait cette fois-ci dans l'espace à l'échelle du corps. Donc on travaille en ce moment avec la psychomotricienne de l'hôpital pour cela. Donc voilà, donc l'idée c'est d'expérimenter physiquement un tout nouveau cadre de communication où l'objet serait au centre de la relation, qui permettrait un partage autour de la découverte, puis de l'appropriation de cet outil. Et du coup, voilà, on est en train de travailler actuellement sur cette proposition-là qui rejoint davantage ce que Marie a pu travailler dans son mémoire. Et donc voilà, aujourd'hui, nous en sommes dans notre projet de diplôme autour de ce département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
et notre travail avec ces enfants. Voilà, merci beaucoup. de votre écoute. Merci beaucoup. Je vais donc réactiver la vidéo de Marie et des autres participants des interventions. Marie, c'est parti. Merci Aurore, Laura et Marie pour vos interventions. On va donc démarrer la table ronde. Peut-être avant, le temps que tout le monde vous rejoigne, je voulais dire un petit mot sur vos itinéraires de projet que je trouve vraiment assez passionnants. Tant celui d'Aurore qui est parti d'une vision qui est le dessin, qui a fait d'ailleurs l'affiche de cette journée d'études, qui est l'image que vous avez en tête d'une personne dans ce hamac qui caresse du bout des doigts des roseaux tout en regardant un décor un peu hypnotique, qui était un point de départ un peu comme une fulgurance pour son projet et qui a vu découler ensuite toute une suite d'objets qu'elle a présenté, et au vôtre, qui est une suite non linéaire de rencontres, de stages, de participation à des ateliers qui vous ont mené là. Je pense que si on abordait simplement la question des itinéraires et qu'est-ce qui vous amène finalement à mettre un pied là en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qu'est-ce qui a amené aussi les personnes qu'on a pu, tous les intervenantes et intervenants de la journée à s'intéresser au sujet de la santé, qui sont assez singuliers parce qu'on n'est pas forcément préparé dans les écoles d'art et de design à travailler sur des sujets liés à la santé. C'était d'ailleurs l'une des questions de Vera Bor tout à l'heure, comment les écoles vous soutiennent quand vous êtes cavalier solitaire sur ces sujets, comment elles peuvent être proactives pour vous soutenir dans vos initiatives. En tout cas, voilà, vraiment, je voudrais vous dire combien je trouve que votre démarche elle-même est en mouvement. Elle est à l'image de votre projet, parce qu'un atelier en décrit un autre. Vous êtes un peu dans une posture de recherche où vous ne savez pas exactement où vous allez, mais vous avancez vraiment étape par étape, où chaque nouvel atelier en suscite un nouveau, parce que vous avez rencontré un nouveau professionnel, vous avez observé des phénomènes chez les enfants, et il y aura d'ailleurs des questions sur ce que vous avez pu observer. J'en vois déjà dans le pool Erika Cupit, qui était stagiaire chez nous il y a deux ans. Bonjour Erika. Voilà, vous êtes vous-même dans une dynamique, et la même chose d'ailleurs pour Aurore, dont les projets se sont aussi un peu suscités à partir de sa vision. Donc, on a autour de nous Nicolas qui est revenu, Lucille, Théva, et Aurore, Laura et Marie qui ne sont pas partis, Anne qui n'est pas loin. Voilà. Donc, pour cette dernière table ronde, on est ensemble donc jusqu'à 16h. Alors, il y a quelques questions. On va commencer par là. Donc, encore une fois, on est sur cette séquence de l'après-midi dans laquelle il était question des projets menés à l'école de manière située, qui parfois font naître des vocations, ou en tout cas vous engagent dans une trajectoire qui n'était pas prévue. Vous avez toutes et tous insisté sur l'importance de pouvoir travailler vraiment sur place, insister sur un besoin de réalité. Donc c'était les précédents échanges, se confronter à la réalité, sortir de l'école, pouvoir identifier les besoins sur place, comprendre comment ça se passe sur place. Après, vous n'avez pas tous travaillé de la même manière. Tout à l'heure, Nicolas Quette disait donc moi j'ai été sur place pour m'inspirer, pour observer des situations, etc. Pour autant, je ne suis pas forcément allée demander leur avis aux personnes. J'ai agi comme je sais faire en tant que designer couleur et matière. Donc vous aussi, vous avez eu des manières différentes de vous comporter dans les projets. Donc en tout cas, on comprend que vous êtes
toutes et tous en train de devenir, vous êtes déjà des professionnels un peu issus de ce parcours non linéaire où vous avez travaillé sur des sujets qui étaient peut-être à la marge dans vos écoles respectives, où vous avez eu du coup besoin de beaucoup de motivation personnelle, de ténacité, de pugnacité, et où, question qui nous intéressait l'après-midi, vous avez amené, en étant étranger au milieu du soin, un imaginaire riche issu de vos disciplines d'art et de design pour permettre de réinventer, de transcender ce quotidien. C'est un mot auquel on est aussi très attaché au LABA, cette notion de vie quotidienne, en opposition peut-être à un caractère exceptionnel d'un événement qui a lieu une fois et qui ensuite replie bagage. Vous avez aussi en commun ce souci de pouvoir vous inscrire dans la vie quotidienne des personnes, de les accompagner dans les fins détails de l'hygiène corporelle. Il a été question des ateliers, de la lecture du temps, de pouvoir se reposer, de la danse. Donc, vous avez vraiment investi la vie quotidienne, les journées des personnes soignées. Donc, ça y est, j'ai à peu près fini de dire là ce que j'avais noté, mais il y a sans doute d'autres choses qui vont revenir. Je vais prendre les questions, si ça vous va. Donc, alors, qui a ouvert? Voilà. Donc, Erika, qui vous demande quelle est l'évolution de la posture des enfants? En tout cas, est-ce que l'évolution de la posture des enfants a abouti à une amélioration de votre outil? Donc, Marie et Laura, et elle vous remercie pour ce projet inspirant. Alors oui, il faut savoir qu'ils ont cassé pour l'instant 3 fois l'objet. Ouais, c'est ça à peu près. Ils ont cassé, c'est ça. Ah non, mais c'est ça, c'était un processus. En fait, chaque atelier amenait quelque chose d'autre. Donc, il y avait des casses, il y a eu des ateliers qui ne sont pas très bien passés, il y en a d'autres qui sont très bien passés. Donc, c'est là qu'ils ont. Maintenant, d'ailleurs, on leur dit, quand on fait un atelier, que grâce à eux, on a pu évoluer, l'outil a pu évoluer, le kit a pu évoluer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des trucs qui ne marchaient pas du tout, des trucs qui marchaient très bien. Et du coup, c'est vrai que maintenant, ils ont un peu cette posture aussi, je pense, d'être là, d'être les premiers à avoir fait l'atelier. Faire avancer. C'est ça, à faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'ils ont été, pour le coup, formateurs aussi pour nous. Ouais. Et c'est des enfants qui sont très, très sensibles, donc que ce soit aux matériaux, aux odeurs, aux couleurs. Et du coup, tout ça aussi, ça nous fait beaucoup avancer sur la forme et que prend l'objet de médiation. C'est ça, parce que pour dire une petite anecdote, par exemple, la première fois, on l'a fait dans un Fab Lab très rapidement et on a juste découpé du médium et Marie fait l'atelier, elle revient, elle me dit genre c'était incroyable, il a tout de suite pris l'objet, il l'a senti et sentait le bois brûler et du coup on avait déjà gagné un peu la confiance parce qu'il y avait cette notion de sensibilité qui lui avait plu et du coup on avait réussi à rentrer un peu quand même dans l'atelier quoi. Dans son espace, c'est ça. C'est ça, on avait un peu envoyé son espace grâce à ça quoi. Et c'est vrai que oui, pour le coup, les enfants nous ont beaucoup aidés à développer le projet dans ce sens-là. C'est grâce à leur retour aussi. On voit bien comment ils réagissent par rapport à l'objet, par rapport à tous les objets. Et on y retourne vraiment toutes les semaines parce que c'est des enfants qui ont un gros besoin de cadre. Et donc, dans la temporalité, on doit vraiment, là, c'est tous les jeudis matins, on y va, on présente ce qu'on a de nouveau et on évolue. Et donc, très vite, en fait, on a des résultats parce qu'à force d'y aller c'est très régulier, et de les voir évoluer autour de notre dispositif, c'est assez stimulant. Super, donc le fait que vous ayez vraiment les deux pieds sur le terrain vous permet d'être assez réactif et de faire évoluer votre dispositif de manière assez agile. Tout à l'heure, Nicolas déplorait d'avoir passé son diplôme dans les conditions du Covid version 2020 confinement hardcore, qui du coup l'a un peu détaché du rapport au terrain. Ça, j'imagine, pénaliser ton projet, même si ça ne t'a pas empêché de l'investir autrement. Je ne sais pas, du coup, Aurore a travaillé aussi dans les mêmes conditions, même si tu as pu te rendre à quelques reprises sur le site. Est-ce que pour vous, c'est peut-être un peu en lien avec la question du coup de Erika, ce rapport au terrain, il est vraiment déterminant pour faire avancer le projet? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes bloqué? C'est un peu des questions de circonstances, hein, mais comment vous aviez prévu d'avancer, vos plans B? Je crois. Pour ma part, j'ai entre guillemets eu de la chance parce qu'il y a eu des petites fenêtres de respiration
dans un peu le magma de l'an dernier, où j'ai pu me rendre sur place et avoir un contact privilégié avec vraiment l'ensemble des personnes qui finalement vivent dans le service avec lequel j'étais en partenariat. Mais c'est vrai que, par exemple, avant le premier confinement, j'avais pu passer quelques jours vraiment au contact des personnes hospitalisées en, en ayant la chance d'avoir une visite du lieu à travers leur regard et pas seulement à travers le mien ni à travers celui des soignants. Et ça c'était vraiment extrêmement précieux parce qu'il y avait un amoncellement énorme de détails qui pouvaient être devenir très significatif dans une démarche de recherche. Après, ça a été coupé et malgré tout, ce temps qui était court finalement de quelques jours était suffisamment riche pour ensuite tricoter avec ce fil qui était sorti de ces échanges. Donc pour moi, j'ai eu de la chance, on va dire ça comme ça. Voilà. Nous, on peut simplement dire peut-être qu'on a eu la chance que c'est une unité de façon qui, même pendant le Covid, est forcément ouverte, puisque les enfants, on ne va pas leur dire bah non, vous venez pas. Donc, du coup, nous, c'est tout le temps ouvert, quoi, en quelque sorte. Donc, on est tout le temps les bienvenus. Donc, pour ça, on touche du bois, je pense, un peu. Voilà. Voilà, donc on comprend quand vous ne pouvez pas forcément vous rendre sur place, que vous vous appuyez justement sur votre imaginaire pour pouvoir tricoter, tirer des fils sur ce que vous avez pu attraper, capter quand vous étiez sur place. En tout cas, c'est une question qui s'est beaucoup posée pour tous les étudiants et praticiens de France et de Navarre dans cet éloignement du terrain quand il est déterminant dans l'approche d'un sujet lié aux soins. Peut-être une autre question de Catherine Groux, qui donc vous remercie également pour vos présentations et demande si vous avez envisagé l'importance du sol, c'est-à-dire la qualité aussi du sol, et la relation au sol et à la gravitation. Donc, en termes de repos, de lâcher prise, mais aussi de rebond, d'appui, de dialogue, d'un espace commun avec autrui à partager pour trouver sa place. Donc, il est question de gravitation et de sens gravitaire. Voilà, donc ce rapport au sol, est-ce que vous l'avez considéré? Si oui, comment? Peut-être pas seulement Aurore, Lucille, Théva. Pour ma part, le rapport au sol, je l'ai envisagé comme un éloignement, puisque le hamac, à la base, c'est s'élever du sol. À la base, c'est un objet pour se protéger dans la forêt des différents dangers, etc. Et s'isoler du sol. Mais finalement, dans la proposition que j'ai faite, j'y suis revenue parce que finalement, le rapport au sol était ultra important dans la manière de positionner ses pieds et de gérer son propre équilibre. Donc, moi, je dirais que le sol était présent en tant que point de contact d'un confort d'assise. Et au tout début aussi, j'avais comme l'image, comme le dessin que je vous ai présenté, j'avais envie d'un immense tapis qui serait un peu une sorte de, je sais pas comment qualifier ça, mais de tapis d'herbe très haute à toucher, et du coup d'avoir ce rapport à la fois distancié du sol, mais en même temps de pouvoir l'effleurer d'une certaine manière. Mais après, concrètement, dans les objets, sinon je ne l'ai pas vraiment traité pour ma part, mais voilà ce que je pouvais en dire. Je ne sais pas, les autres intervenants, si vous avez considéré aussi que le sol pouvait être aussi partie prenante de cette sensation d'être apaisé sur une surface stable qui peut aussi accueillir différentes postures du corps. Je pense que c'est aussi ce qui est contenu dans la question de Catherine Groux. Donc, Oui. Alors, c'est peut-être un tout petit peu à côté, mais moi, la question du sol, j'ai eu l'impression que dans les deux, que ce soit dans l'expérience de mon mémoire ou dans mon diplôme, le sol, il était très présent par la balade et par comment dire,
le fait de prendre du temps, ça arrive quand même à peu de gens de se balader simplement pour marcher dans la ville. Et le fait de le faire comme pur objectif, comme objectif premier, ça a ramené, avec les collégiens et les collégiennes, ça a amené beaucoup de surprises et comment dire, il y a de la surprise parce qu'on a ralenti. Donc c'est aussi, je sais, j'ai perdu qui parlait du temps, mais j'ai l'impression que le prendre soin, c'est aussi de ralentir, forcément. Enfin, oui, j'ai l'impression que c'est assez évident. Et donc, la marche et le rapport au sol, j'ai l'impression que ça va avec se réancrer, réhabiter les lieux et ne pas habiter en surface sans adresse vraiment. Et donc là, que ce soit dans un hôpital ou avec certains patients ou médecins, on a vraiment, c'était marcher pour vraiment observer les choses, observer les détails, observer les couleurs, ce qui n'est pas marcher pour aller d'un endroit à un autre. Et je pense que c'est en ça que le sol était présent dans mon projet. Peut-être que c'est un chouïa à côté, mais... Non, je ne pense pas. Une question qui rebondit sur le commentaire de Lucille tout à l'heure qui exprimait le besoin d'avoir un rapport à la réalité au cours du projet. Vous, Lucille, cela correspond-il à des stages immergés? Quels seraient les formats les plus adéquats? Donc ça, c'est la pédagogue qui sommeille en Catherine Groux qui parle. Temps, durée, moment en fonction des années de formation. Donc en gros, qu'est-ce que ce que vous venez de nous présenter aussi nous apprend pour tous les enseignants et pédagogues qui font partie des participants dans vos besoins. Voilà, vous avez parlé de ce rapport au terrain, d'un travail situé. Je pense que on fait pas, comment dire, on a une obligation de stage à l'école qui est assez infime, qui est, je crois, de 2 ou 3 mois minimum. Donc c'est vraiment rien du tout par rapport à 4 peut-être, non, mais je sais pas, moi je trouvais ça très peu. Et finalement, en faisant chaque été, et donc voilà, les stages pour moi ont pris place sur tous les étés, entre les débuts juin et les débuts octobre. Et je pense que ça pourrait, ça pourrait se tisser peut-être plus avec le temps scolaire. À la fois parce que peut-être que c'est plus simple. C'est très bizarre que tous les stagiaires d'un coup se mettent à chercher des stages l'été, etc. Peut-être que ce serait plutôt des formes... j'ai l'impression que la forme d'alternance est reléguée, ou relayée, je ne sais pas comment on dit, à des formats d'apprentissage par la fabrication. Alors que finalement, c'est peut-être nos pratiques aussi qui peuvent se faire. Je ne sais pas comment penser ces pointillés-là. Je trouve ça compliqué, moi, d'être dans la réalité pendant 3-4 mois, puis de revenir dans un temps scolaire. Il y a une sorte de... mentalement, c'est très bizarre de se dire... Quand on revient en octobre-novembre, on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est un peu de la blague. Il y a un chemin entre réalité et presque fiction qui est assez... qui est drôle à faire, ce que disait Nicolas est assez juste. Il y a un confort qui est à garder et à protéger. Et le droit à l'erreur est quand même assez magique à l'école. Donc il y a ça. Et je vois que les projets qui m'ont le plus appris et grandi, c'est les projets qui étaient avec des vrais partenaires, des vraies personnes qui venaient, qui n'étaient pas forcément toujours situées. Mais en tout cas avec une vraie demande. Et ça change tout. Il y a un vrai plateau de jeu. On ne lance pas les dés dans le vide. Je pense que c'est à peu près ça ma réponse à cette question. Est-ce que parmi les autres participants, il était notamment question de
Ah, ça a bougé, je l'ai perdu. Peut-être le moment dans lequel ça intervient dans votre scolarité. Peut-être parce que là, vous faites face à une certaine complexité. Vous avez beaucoup à absorber. C'est aussi pour ça que ce n'est pas toujours simple de se sentir légitime quand on arrive dans un milieu de soins en tant que designer. Ça prend un petit peu de temps avant de comprendre quelle place on a, ce qu'on peut apporter. Donc, je pense que c'est ce que veut dire aussi Catherine Groux dans à quel moment ça intervient. On va passer aux autres questions parce qu'il y en a beaucoup. Cécile Antonietti vous parle du secteur de l'art et de la culture en lieu de soins, que ce sont donc des projets qui ne sont pas faciles à porter. Je résume un tout petit peu, Cécile Antonietti, votre propos, qui ne sont pas faciles à porter, qu'elle se réjouit de voir que les écoles et vous-même êtes autant investis, que vous vous êtes emparés de ces questions. Donc, c'est encourageant. Le monde ne s'effondre pas complètement, merci. Et les milieux de l'art et du soin sont des mondes différents qui parlent des langages différents. Donc, la question, c'est faire entrer l'art à l'hôpital. C'est un fait, ça n'est pas toujours évident. Donc, comment avez-vous convaincu les structures de santé de vous accueillir? Donc, quel était votre intermédiaire? Quel était votre point d'entrée pour vos projets à l'hôpital? Vaste question. Ceux qui ont peut-être moins parlé, vous voulez prendre? Je vais peut-être prendre la parole simplement pour… En fait, nous, on a eu un peu la chance, je pense, d'avoir comme chef de service M. David Cohen, qui est donc le psychiatre en chef du service du département à Salpêtrière et qui est quelqu'un qui est très, très ouvert au monde de l'art. Et du coup, je pense que nous, ça va être très rapide ma réponse, parce que nous, c'était plutôt simple, parce qu'il était tellement ouvert au monde de l'art qu'il a dit oui, en fait, à notre présence dans l'hôpital. Donc, je pense que c'était peut-être la chance qu'on a eue à ce niveau-là, avec cette personnalité. Donc, porté par un médecin qui a confiance dans les démarches, qui est prêt à prendre le risque et même tout à fait prêt. Et donc, il met extrêmement de choses en œuvre dans son service d'ailleurs à ce niveau-là. Donc, c'était vraiment, il est tout à fait ouvert à l'idée et il a dit allez-y, quoi, pourquoi pas. Et qui s'est chargé de faire la traduction avec l'hôpital. Nicolas, tu voulais prendre la parole? Parce que je me souviens de l'année dernière où il y a eu la même question et où en fait on avait parlé de ça, c'est que il n'y a pas de la mauvaise volonté. Enfin, souvent, moi, je disais, j'ai eu du mal à y entrer par la voie officielle, par le courrier, par la demande écrite, par l'appel et tout ça. Et on a dit, voilà, c'est pas qu'il y a une mauvaise volonté de l'autre côté, c'est que simplement, il y a la question, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Et qu'en fait, moi, je suis arrivé à rentrer, à convaincre seulement par connaissance de connaissances au jour d'aujourd'hui, et que je pense aussi que ça nous montre juste qu'en fait, il y a un besoin d'aller expliquer justement du côté soignant à quoi servent nos métiers et que justement ils ne servent pas que à, j'aime beaucoup ce que disait Lucille tout à l'heure, à faire des projets d'art et de design qui finissent au musée ou en galerie ou je sais pas. Enfin voilà, qu'il faut qu'il y ait de la place pour tous les profils et que je pense qu'il y a une méconnaissance, voilà, de nos métiers sur à quoi ils peuvent servir et qu'on peut servir à des toutes petites interventions, en fait, toutes petites. Et voilà, donc pour l'instant, c'est seulement réussir à y entrer par connaissance de connaissances, pour l'instant, pour moi en tout cas. Et donc, il ne suffit pas d'y entrer, il faut aussi se faire l'ambassadeur de sa discipline et trouver des mots qui ont du sens en face pour l'établissement qui se fiche un peu du petit monde du design et de son jargon et de ses méthodologies, qui veut comprendre concrètement de quoi il s'agit, à quoi ça peut lui servir et en quoi ça peut être un partenaire qui avait été non identifié jusqu'à maintenant. Il y a Clémence de Sauve qui se pose une question assez proche. Voilà, comment est-ce qu'on est entré en contact avec les structures? Est-ce que l'école vous a accompagné? C'est peut-être plus vrai pour celles et ceux qui avaient des projets de diplôme à l'hôpital, parce que pour les projets tels que celui que Teva a présenté, c'était un partenariat même entre une école et un hôpital, en l'occurrence le GHU. Mais c'est vrai que c'est une question qui n'est pas simple quand vous êtes en projet de diplôme, parce que là, vous êtes en roue libre, pour le coup.
Et c'est à vous, du coup, de vous démener pour pouvoir trouver et convaincre des partenaires. Donc, c'est vrai que la cooptation, c'est souvent ce qui marche le mieux. Encore faut-il avoir cette première poignée de main. Alors, il y a aussi la petite Colline qui pose une question et qui… alors, je me dépêche parce que je sais qu'on doit conclure dans pas longtemps. Donc, il dit, on a parlé des projets qui cassent avec Marie et Laura. On a vu le mulet de Aurore présenté dans le contexte de l'hôpital. On est bien placé au là-bas pour en faire l'expérience nous-mêmes. Mais selon votre expérience, comment est-ce que l'objet au stade de maquette prend sa place dans le dialogue avec les usagers ou les professionnels de soins? Ce n'est pas usuel pour eux d'être face à un objet pas fini, les fameuses itérations dont vous parliez tout à l'heure, donc ça n'est qu'une étape vers, que ce soit en termes de solidité ou d'esthétique. Donc, quid de la question voilà, de la maquette, de cet objet intermédiaire dans vos expériences? Moi, je peux prendre la parole et dire que j'ai eu la chance, comme vous disiez au début de la présentation, de travailler en fait en stage au Fab Lab de Bicêtre. Et je pense que ça m'a aussi amené du coup à savoir assez rapidement, parce que j'ai beaucoup dialogué là-bas avec les soignants et présenté des maquettes. Et du coup, je savais un peu quelle était la réaction de tout le monde hospitalier lorsqu'on présentait des maquettes. Donc, je pense que ça m'a aidé en fait à nous préparer à ce qu'on allait faire à la Salpêtrière. Et pour le coup, on savait que c'était des enfants qu'il fallait tout de suite qu'ils soient attirés par le projet. Donc, on a mis en place, en fait, on s'est beaucoup aidé des outils numériques pour mettre en place des éléments qui étaient forts visuellement et qui allaient les faire un peu oublier en fait les autres éléments qui étaient peut-être moins forts visuellement, comme l'outil qu'on a découpé à la laser qui n'était pas extrêmement bien fini. Mais du coup, à côté, on s'est dit on va continuer sur la laser, mais on va découper du PMA fluo parce qu'on est sûr qu'ils vont accrocher à ça. Et du coup, en fait, c'était un peu les amener par la couleur, par les formes, à les faire oublier que c'était que des maquettes. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. Et je pense que c'est vrai que le stage au Fab Lab a beaucoup aidé sur la façon dont justement genre, le personnel soignant pouvait appréhender et regarder les maquettes. Et je sais très bien que c'est très compliqué parce que souvent, quand on ramène du carton, tout de suite, il y a une espèce de bah non, ça va pas fonctionner en fait, on peut pas faire ça en carton. Et du coup, je savais qu'il y avait tout un dialogue à faire, qu'il fallait vraiment bien présenter son projet pour que ce soit bien amené et que ça puisse vraiment être reçu de façon correcte. Donc, voilà. Merci. Je pense aussi que ce qui caractérise les milieux de soins dans lesquels vous avez travaillé, c'est le fait qu'ils soient riscophobes, que tout ce qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qui ne tient pas, qui est temporaire, ce n'est pas les bons matériaux, le carton, ce n'est pas du tout bien, encore pire avec le Covid. C'est compliqué d'expliquer voilà, ce caractère temporaire d'un objet qui est là pour apporter certaines preuves, pas toutes, parce que ce n'est pas le final, et du coup de partager cette prise de risque avec une équipe qui sort du coup de sa zone de confort très clairement dans l'expérimentation que vous lui proposez. Par rapport au fameux mulet, c'est-à-dire l'assise qui a été présentée, moi je le vois vraiment comme un support de discussion en fait, comme au-delà d'une, enfin c'est une étape qui vient après l'intention, qui peut être bonne, qui peut être validée dans un premier temps d'un point de vue conceptuel, on va dire. Mais pour moi, la chance de présenter une maquette, même si elle ne reste pas de manière pérenne dans le service, c'est de recueillir toutes les réactions que les personnes peuvent avoir, donc que ça soit du point de vue de l'entretien, de l'hygiène, mais aussi du confort, de la perception de l'objet. Enfin, en tout cas, je me rappelle de ce moment, donc le deuxième temps de respiration de l'an dernier où j'ai pu présenter l'avancée de mes recherches au sein du service. Ça a été vraiment une bouffée d'oxygène pour ma recherche parce qu'il y avait une croisée de regards très forte et de prise de parole sur une multitude de détails qui étaient encore à travailler. Donc moi, je le vois plus comme un support extrêmement enrichissant de développement de travail, en fait. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être demander à Karine de remonter à la surface. Je suis là.
Te voilà. Me voilà. Bon, ben donc j'ai la charge de faire l'exercice délicat de conclure une journée aussi riche dont je n'arriverai évidemment pas à faire la synthèse. Peut-être, je vais commencer avant de dire un mot sur le fond par remercier d'abord tous les participants qui ont été ultra courageux, qui sont restés connectés toute la journée. Donc, merci et merci d'avoir été actifs aussi dans les questions-réponses. Ça a été, malgré les contraintes liées à la visio, ça a été un dialogue vraiment fécond et fructueux. Je remercie aussi tous les intervenants qui ont vraiment apporté la preuve éclatante que enveloppe et soins sont bien un même sujet. Je dirais que c'est même pas une passerelle, que c'est presque un recouvrement, en montrant comment vous avez exploré des mondes et créé des mondes tout aussi variés, sensibles et passionnants les uns que les autres. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier nos partenaires et peut-être plus encore, c'est comme au théâtre, dans les coulisses, en régie, Colline Fontaine et Fanny Branet qui ont vraiment assuré, bravo, toute cette maîtrise technique et on s'est tous beaucoup appuyé sur elles. Elles ont été nos enveloppes. Elles ont été nos réassurances de toute la journée. Elles nous ont permis de vivre cette journée de manière sereine. Ce que je peux peut-être dire de cette journée, c'est que ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a vraiment une poétique hospitalière en action. Grâce à vous tous et à plein d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est vraiment formidable et rassérénant et enthousiasmant de voir ces dynamiques se mettre en place et se dessiner progressivement une véritable théorie d'une poétique hospitalière et une pratique. On est parti au départ de la question de l'enveloppe sur laquelle donc je vais revenir très rapidement en citant donc René Caës, qui est un psychanalyste et qui dit que toute l'œuvre psychanalytique de Didier Anzieux est construite sur la question des limites. Donc je rappelle quand même le point de départ de la journée, que sa recherche à remodeler notre conception de la psyché dans son rapport à la multiplicité de l'expérience sensorielle, et nous en avons fait un grand tour, et à la primordiale contenance psychique de l'autre, pour que le sujet constitue son enveloppe psychique, une enveloppe dont la forme initiale, celle du moi-peau, s'était à la fois sur l'intimité sensorielle et sur la fonction de la mère. Donc, je pense qu'on n'a pas été à un seul moment dans cette journée hors sujet, qu'on a vraiment exploré, qu'on a cheminé dans ce cadre conceptuel de Didier Anzieux. Et je voudrais peut-être aller plus loin, c'est-à-dire comment toujours psychologues et psychanalystes ont commencé à réfléchir à la formalisation, au type de forme que pourrait prendre finalement cette théorie du moi-peau et de l'enveloppe. Donc, dans un article, le psychologue et psychanalyste Albert Ciccione, je dis avec l'accent, tente d'établir une liste de ce que seraient les qualités d'un objet contenant, faisant fonction d'enveloppe. Peut-être celle-ci pourrait-elle inspirer le travail de conception des designers. Alors, il propose comme liste le portage, le soutien, le holding, le confort, la part excitation, l'intimité, l'exclusivité, la capacité de rêverie, la sollicitation vers des niveaux de présence d'intégration, ce qu'on a appelé aussi l'inclusion, d'organisation, d'expérience émotionnelle plus élevée, de rythmicité des expériences. Donc, je pense que déjà, dans ce champ sémantique, vous pouvez tous vous reconnaître. Ce qui m'amène donc à dire que cette poétique hospitalière, elle adopte des conduites créatrices que vous avez incarnées les uns et les autres tout au long de cette journée et qu'on pourrait peut-être, on va dire, synthétiser, résumer sous 4 verbes d'action qui seraient énoncer, ménager, cheminer et faire. Et chacun de ces verbes d'action, évidemment, ouvre des portes et des fenêtres vers d'autres types de concepts
ou de pratique. L'énonciation, par exemple, ouvrant vers, et vous verrez que ce sont aussi tous des termes qui ont été énoncés aujourd'hui, la narration, la figuration, le logos, l'appropriation, le style, la symbolisation. On peut aussi parler de ménagement qui ouvre et qui conduit vers d'autres types de notions comme le soin, cultiver, l'attention, dont on a beaucoup parlé, la disponibilité, la cosmogonie, les objets, l'œuvre ouverte, la transcendance. Troisième élément de conduite créatrice que vous avez incarné aujourd'hui dans cette poétique hospitalière, c'est le cheminement, c'est-à-dire l'orientation, le repérage, le maillage, l'arpentage, le mouvement, la transition, la frontière, la traversée, le détournement, le déplacement, l'écart, l'évasion. Et enfin, le faire, quatrième thématique forte qui est ressortie aujourd'hui, qui renvoie bien sûr au pouvoir d'agir, c'est-à-dire la pratique, le collaboratif, la participation, le faire avec, les arts de faire, l'immersion ou la démopraxie. Donc, voilà, tout un champ extrêmement riche. Peut-être dire un mot aussi pour revenir aux enveloppes, sur le fait que ces conduites créatrices, elles ouvrent des opérations psychologiques, des opérations phénoménologiques et des opérations sensibles, dont vous avez également tous parlé, et qu'on peut là aussi peut-être en entonnoir résumer sous 4 concepts qui sont l'empathie, l'anamnèse, l'enveloppe, bien sûr, et l'imaginaire. Pour terminer, puisque nous parlons de poétique hospitalière, je vais essayer de recomposer très rapidement aussi le champ sémantique de la journée, et vous verrez qu'on est quasiment dans un poème et que ça va nous bercer à l'oreille et sûrement au cœur de se dire qu'on a parlé de ces choses-là toute la journée, qu'on a consacré une journée entière, c'est formidable. Donc, je commence. Égard et regard, éloge de la différence et des sens, sensibilité, sensorialité, empathie, fragilité et vulnérabilité, attention et soin, disponibilité et capacité d'agir, apaisement et enveloppement, écouter et regarder, hospitalité et durabilité, humus et humilité, image, imaginaire, surmonter les tabous, prévention et alternative, désir et rêverie, mouvement et cheminement, légèreté et éphémère, bercement et pudeur, naturel et couleur, bulle et respiration, ludique et quotidien. Et bien entendu, j'en oublie, mais rien qu'à entendre ça, on a le cœur léger. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette journée. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je pense qu'on est tous un peu mouchés par cette conclusion. Je ne sais pas, Sophie et Anne, si vous voulez dire quelque chose. Je vois les petits messages qui n'arrêtent pas d'arriver pour nous dire merci et nous féliciter pour cette journée. C'est très agréable. Non, moi, je suis heureuse de cette journée, d'avoir passé ce moment avec vous tous. J'ai effectivement beaucoup d'enthousiasme dans tous ces projets. Donc, c'est un des points super beaux de la journée, c'est de voir toutes ces envies d'étudiants et d'ex-étudiants de se poser ces questions, de passer du temps, de réfléchir. Moi, j'ai beaucoup apprécié les 2 projets où, en fait, ils ont inventé des outils pour observer leur contexte. Donc, je pense à celui de Lucille qui parle de s'inspirer des méthodes de la permaculture. Alors, on aurait voulu en savoir plus. Hein, on n'a pas eu le temps d'approfondir la question, mais vraiment, j'avais envie de lui poser plein de questions là-dessus. Et puis, il y avait aussi le projet de Marie et Laura à la fin, qui est effectivement, on a envie de voir la suite. Donc, finissez vite votre diplôme pour venir nous en parler l'année prochaine. Voilà, si je pouvais. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Je vous laisse la parole, Sophie, Marie, pour terminer cette journée. Merci, un grand merci au LABA d'avoir organisé toute la régie et de nous avoir encouragé à refaire une journée. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas vu passer cette journée, qu'on y a pris énormément de plaisir, que j'ai trouvé que vous avez été tous exceptionnels, quoi. Des présentations de très très belle qualité, très efficaces, des images très bien choisies, des paroles hyper justes. Donc en fait, je pense que cette journée, on va avoir du plaisir à la réécouter.
et surtout à la partager, et j'espère que vous le ferez de votre côté, avec d'autres élèves, d'autres professionnels. Ce qui était super, c'est de pouvoir nous croiser tous ensemble et de retrouver des lieux comme ça. Donc la prochaine fois, j'espère qu'on se verra de visu. Ce sera quand même beaucoup plus agréable, même si là, on n'a pas vu le temps passer. Moi, je pourrais dire qu'une chose qui m'intéressait beaucoup, c'est cette idée que finalement, dans ces espaces extrêmement normés, standardisés, comme a dit Ophélie, finalement, elle a voulu ne pas faire avec ces standards et s'en détacher, ce qui lui a permis d'apporter des objets différents. Et c'est vrai que dans tous les projets, on voit bien qu'il y a cette question, vous n'êtes pas dans les standards, vous apportez un regard autre. Et c'est pour ça que je ne trouve pas inintéressant aussi que le temps de l'école, c'est un temps un peu déconnecté, parce que quand vous rentrez dans les réalités, vous les prenez par un biais différent. Et vous y apportez un regard nouveau, frais et très, très agréable, notamment dans votre sensibilité à la matière et à la couleur, qui est quand même quelque chose qui contraste beaucoup avec les espaces de l'hôpital et on en a vraiment besoin. Ce que j'aime, c'est que ces contrastes ne sont pas, ils heurtent pas, en fait, ils créent des nuances, des ouvertures et des nouvelles horizons. Merci et à très bientôt. Peut-être comme il reste 14 minutes, mais on va essayer de faire moins. Dans la page de conversation, comme on ne peut pas vous parler, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir abordés pour une prochaine journée d'études, on avait déjà fait cet appel à contribution lors de la première journée d'études, comme elle se veut être aussi la caisse de résonance des recherches des étudiants prédoctorants, doctorants, post-doctorants. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir traités, ça nous donnera du grain à moudre pour une journée d'études Design et Santé 3 qu'on espère en réel, peut-être, qui sait, mais qu'on refera sinon maintenant qu'on sait faire, enfin nous, surtout notre régie du tonnerre, qu'on fera peut-être à distance, mais quand même, on persiste, on essaiera en vrai. Donc voilà, si vous avez des propositions à nous faire ou si elles viennent plus tard par mail, on est à l'écoute de vos propositions. Je voudrais encore réagir à ce que vient de dire Sophie, c'est ce que ça m'a fait penser que j'avais oublié d'aborder un point dans ma conclusion. Et aussi au message de Jacqueline Fèvre concernant du côté des écoles qui se réjouit donc que les sujets d'intérêt public comme celui de l'hôpital puissent réellement être mieux portés par les écoles. Je voudrais juste terminer sur la question de la commande et du commanditaire, c'est-à-dire que cette sensibilité morale, éthique, c'était un peu autour de ces questions de sensibilité, d'environnement, d'enveloppe, de care, etc. Elle est partagée, elle est évidemment pas circonscrite au milieu de l'art et du design. Vous avez entendu ce matin notre directeur général et donc du côté de l'hôpital et avec Marie, on a quand même ce plaisir de le constater. Il y a aussi beaucoup d'envie et d'ouverture vis-à-vis de ces nouvelles manières de penser le soin et de penser le milieu du soin. Sauf qu'on est encore dans un moment où on va dire que les structures ne sont pas adaptées encore aux désirs, aux envies et à l'ouverture qui est en train de se manifester et que donc on a également un très fort enjeu. Quand je dis nous, c'est ce monde un peu hybride des professionnels de l'art, du design, des écoles et des professionnels du soin et des médiateurs que nous sommes comme le LABA, à former ces commanditaires. C'est-à-dire qu'on n'avancera pas, on ne peut pas avancer que du côté des écoles et que du côté des designers et des artistes. Il faut aussi qu'on avance du côté de la construction, de la formation et de l'émergence de commanditaires qui soient en capacité d'ouvrir l'hôpital à ces propositions, à tous ces jeunes designers et tous ces jeunes artistes qui ont vraiment envie de développer leurs projets, leur créativité dans ces milieux-là. Voilà, c'était important de finir sur l'hôpital. On va toper là, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Merci pour vos merci et à la revoyure, en vrai, on espère. Pas longtemps. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.